La locution rendre raison renvoie à l'acte explicatif, c'est-à-dire au fait de rechercher et de déplier les causes d'un phénomène ou d'une réalité. Ainsi, quand je rends raison de quelque chose, c'est que je dépasse le simple constat phénoménal de la perception pour dire ce qui la cause, c'est-à-dire ce qui fait ou ce qui a fait que cette chose est. Or, dans cet acte explicatif, ce dépliage des causes, c'est bien la raison qui semble être à l'œuvre. La raison désigne en effet la faculté permettant d'articuler entre elles des idées, les combiner selon un ordre logique et remonter d'une donnée à sa cause. De ce point de vue, raisonner signifierait bien rendre raison de la réalité qui nous est donnée, au sens où notre raisonnement serait le processus mental par lequel nous parvenons à combler le déficit logique de l'expérience brute par l'explication des causes. Quand je perçois un événement, en effet, il se donne d'abord à voir lui-même, et nous ne percevons pas, en même temps que l'événement, la cause de cet événement. Notre expérience de la réalité est donc d'abord irrationnelle, au sens où cette expérience est, fondamentalement, dépourvue du saisissement conjoint de la logique de la réalité, de l'ordre des choses. Si nous ne voulons pas être simplement soumis à la pure et simple expérience phénoménale de la réalité, mais que nous voulons, par exemple, anticiper sur ce qui va advenir, régler notre action sur la réalité, bref, évoluer en conscience dans le monde, nous devons donc bien rendre raison. C'est-à-dire ajouter de la raison à ce qui se donne à nous purement, sans quoi nous serions non seulement incapables de spéculer sur l'ordre du monde, mais même, et peut-être surtout, d'agir en lui. De fait, rendre raison, ce n'est pas seulement expliquer les causes, mais aussi réfléchir le sens de la réalité. Non pas seulement raccrocher l'effet à la cause, la donner à son origine, mais aussi produire des discours qui tentent d'appréhender la logique générale de la réalité. Quand nous rendons raison de quelque chose, nous ne statuons pas seulement sur la cause de ce quelque chose, mais aussi sur la place propre dans l'ordre général, et donc sur les relations qui nouent les entités entre elles. La totalité de ces entités et de leurs relations étant bien ce que nous nommons réalité. Pourtant, l'acte qui consiste à rendre raison de quelque chose est paradoxal dans la mesure où il se fonde sur l'hypothèse que la raison serait, en tant que faculté, articulée à la logique même de la réalité. En effet, si nous disons de la raison qu'elle est la faculté qui permet au sujet d'articuler des idées les unes avec les autres selon des combinaisons logiques, nous devons ajouter à cette idée que pour que cet effort rationnel puisse avoir sur la réalité un effet quelconque, que la logique interne à la raison est bien calquée sur une logique externe propre à la réalité. Or, il n'est pas aisé, justement, de rendre raison de cette hypothèse ou de ce postulat, qui conduit à l'idée que la logique en moi est semblable, structurellement, à la logique hors de moi, et qui justifie que je puisse rendre raison de ce que je perçois, par exemple. Nous pourrions considérer en effet qu'il existe entre ma raison et le monde une hétérogénéité fondamentale, et que mon impression de rendre raison de la réalité n'est qu'illusion subjective liée à un forcing mental me faisant croire que la réalité se conforme aux catégories et aux opérations de mon esprit. Que faisons-nous donc quand nous rendons raison de quelque chose? De quoi rendons-nous raison quand nous expliquons par exemple la cause d'un phénomène? Parvenons-nous effectivement à rendre compte des causes souterraines qui structurent la réalité, ou bien sommes-nous, en fait, en train d'expliciter la logique interne de notre propre expérience du monde? Pour résoudre ces difficultés, il nous faudra donc rendre raison de la raison elle-même afin de comprendre ce qu'elle peut être et les objets qu'elle peut effectivement affronter et expliquer. Voilà, donc ça c'est une proposition de problématisation pour rendre raison. Je peux vous proposer aussi un plan qui n'est pas complètement formulé évidemment, mais qui permettrait de comprendre un petit peu comment on pourrait avancer par rapport à un sujet de ce type, à l'agrégation par exemple, au CAPES. Bon, ça tomberait plutôt a priori à l'agrégation. Alors une première partie qui s'intitulerait « Rendre raison comme terme de la relation entre le sujet et le réel ». Dans cette première partie, il s'agirait d'analyser le geste qui consiste à rendre raison. Geste qui ne signifie pas simplement que nous nous efforçons de remonter à la cause locale d'un phénomène local, mais qui, plus fondamentalement, manifeste que nous sommes en tant que sujet en relation avec la réalité. Dans une première sous-partie, nous montrons par exemple le lien entre le processus explicatif et la vérité comme visée de ce processus.
Plutôt que de récuser trop facilement le concept de vérité en montrant qu'il est directement soumis à des critiques relativistes, nous pouvons prendre au sérieux cette notion et établir qu'elle manifeste l'existence d'un lien effectif entre le sujet et le réel. Au contraire de l'opinion par exemple, qui se noue in fine dans l'esprit du sujet, la vérité, pensée comme adéquation à la chose, nécessite une sortie hors de soi. De ce point de vue, l'acte de rendre raison est l'acte d'un sujet qui cherche à s'émanciper de la clôture de sa subjectivité pour tendre vers l'objectivité de la cause. Dans une deuxième sous-partie, nous réfléchissons à la manière dont la science, pensée comme méthode spécifique d'appréhension du monde, est le modèle par excellence d'un processus humain visant à rendre raison du monde, tout en admettant les limites de ce processus, notamment par la compréhension de ce que suppose l'approche de Popper ou de Duhem quant aux conditions de l'établissement d'une vérité scientifique. Nous pouvons considérer que le projet scientifique en général témoigne qu'il est possible de rendre raison, au moins partiellement, de la réalité, et que ce processus produit des effets concrets, notamment par exemple le progrès technique. Dans une troisième partie, nous finissons par argumenter à partir de l'exemple scientifique du côté d'une homogénéisation de la réalité tout entière par ce processus explicatif. Ainsi, non seulement rendre raison permet de fonder un lien entre le sujet et le réel, et d'éviter la clôture subjective, mais même ce geste ouvre à la possibilité d'unifier l'hétérogénéité expérientielle sous l'unité de loi permettant de donner sens à la réalité. Ainsi, le geste explicatif nous permet de faire l'expérience d'une unité qui échapperait justement à l'expérience immédiate de l'hétérogénéité phénoménale pour subsumer cette hétérogénéité sous l'unité réelle. Rendre raison, c'est donc rendre réel. Bon, là je vous ai proposé 3 sous-parties. J'ai pas fait ce qui devrait être fait normalement, les transitions entre les sous-parties. Évidemment, il faut toujours essayer quand même de faire une relation logique à l'intérieur. Donc évidemment que dans la rédaction, ça donnerait autre chose. Mais bon, ça vous donne une idée. Pour la transition, alors le problème d'une argumentation ici, c'est qu'elle se situe dans le flottement conceptuel entre la réalité et le réel. Ainsi, même si nous pouvons considérer juste l'idée que la science comme projet produit une explication tendant vers l'unité de la réalité, il n'y a rien dans ce projet qui prouve que cette unité est réelle au sens du nouménal kantien. Or, si l'unité de la réalité que le processus explicatif produit ne nous renvoie pas nécessairement au réel, alors nous pouvons douter que de la visée réelle du fait de rendre raison. Peut-être que celui qui rend raison de quelque chose n'explique pas du tout la cause réelle de cette chose, mais révèle plutôt le processus mental interne qui fait apparaître cette chose devant lui comme objet. Ainsi, rendre raison, ça ne serait pas rendre réel, mais révéler la nette race de la raison dans l'expérience phénoménale. Et donc, on pourrait commencer une deuxième partie qui s'intitulerait « Rendre raison de la raison ». Dans une première sous-partie, nous pourrions revenir sur l'approche kantienne de la critique comme délimitation des conditions de possibilité de la connaissance, l'exploration de notre propre logiciel rationnel pensé comme une véritable entreprise de rendre raison de sa raison, nous permet de comprendre que dans l'ensemble des actes où nous pensons rendre raison de quelque chose, nous ne faisons que mettre au jour nos propres conditions d'expérience et de connaissance du monde. Rendre raison serait ainsi une manière d'approcher de la connaissance de ce que Kant nomme l'ego transcendantal, mais il reste alors à comprendre le sens du geste scientifique dont nous avons parlé en première partie. À quoi rime le fait de penser le monde si finalement nous ne pouvons nous penser que nous-mêmes ? Ici, il s'agirait dans la deuxième sous-partie de réfléchir à la signification du fait de rendre raison dans le cadre scientifique. La critique d'une approche réaliste naïf du processus explicatif implique-t-elle de rendre caduque la démarche scientifique en général ? Voilà la question. Ici, on pourrait noter tout d'abord que l'enjeu est celui du sens de la démarche, moins que celui de son objet. Que la science appréhende la réalité phénoménale ou le réel nouménal ne change rien à son fonctionnement propre et interne. Or, de ce point de vue, rendre raison de la réalité phénoménale, ou, pour le cas des sciences formelles, de la logique interne de notre propre esprit, ne serait pas vain à partir du moment où nous ne pourrions pas rendre raison de la totalité du réel. L'enjeu d'une telle investigation dans les arcanes de notre réalité serait celui d'échapper à un subjectivisme hyper-relativiste, hypertrophié, qui rendrait complexe, par exemple, l'élaboration de la relation avec un monde commun des sujets. De là, une troisième sous-partie où nous pourrions tenter de réfléchir à l'idée que le geste de rendre raison de quelque chose serait aussi une façon de rendre la raison à quelqu'un.
Ainsi, malgré les limites dont nous parlons ici, le fait de rendre raison serait une manière de faire commun avec l'autre, et donc de nouer des relations intersubjectives qui ne soient pas ramenées toujours à la clôture subjective de l'expérience. Nous pourrions ici considérer l'hypothèse que le langage, pensé comme logos, articulation du discours et de la raison humaine, serait une entreprise globale poussant les sujets à rendre raison de leur expérience mutuelle, et peut-être de ce qui peut être précisément mutuel dans leur expérience. Alors la transition ici, ça partirait du fait que le problème de notre argumentation à ce niveau, c'est qu'elle se fonde sur l'hypothèse de l'existence d'une faculté transhistorique, anthropologique, une substance immuable que serait la raison. Or, là encore, cela relève d'un postulat et, dans une certaine mesure, d'une vision ethnocentrique de l'esprit. Ainsi, les qualifications de la raison humaine, les principes que nous lui reconnaissons, et même la notion classique de causalité sont peut-être des constructions historiques et culturelles qui, au lieu de permettre la liaison intersubjective, nous pousseraient, une fois dépassées les frontières de notre ère civilisationnelle, à rapporter l'autre au même. Et donc la troisième partie consisterait à se rendre à la raison, ça serait le titre en tout cas. La critique du concept de raison comme faculté normative, définitive et régulatrice de l'ensemble des discours nous connectant à la réalité viendrait du fait que ce concept serait historiquement et culturellement forgé. Ainsi, quand on dit que l'on va rendre raison de quelque chose, au-delà de l'explication que nous avons déjà donnée, cela signifie aussi dans une certaine mesure que nous nous rendons à la raison pour nous rapporter au monde ou aux autres. Il faudrait voir en quoi cette attitude peut, au contraire, nous couper d'une certaine relation au monde et aux autres si elle n'est pas menée en connaissant les limites et les conditions d'un tel geste. Ici, une approche anthropologique serait intéressante et sans doute riche. Là, je suis en train de lire Descola, Par-delà nature et culture, c'est très intéressant, justement, là, il y aurait une tension intéressante à réfléchir. Une situation morale, par exemple, nous montre que la tendance totalisante de la raison, qui nous pousserait à schématiser la réalité complexe en unités plus aisément appréhendées, ne permet pas de rendre compte d'un dilemme moral ou d'un cas de conscience. Dans le cas de l'étude proprement scientifique de la même manière, l'impuissance de la raison dans sa vocation à rendre compte des causes ne doit pas nécessairement impliquer un abandon pur et simple de l'investigation mentale de la réalité. La possibilité de se laisser saisir par l'étrangeté, l'incompréhensible, témoigne en fait d'une capacité d'entrer en relation avec une altérité authentique. Or, cette faculté relationnelle permet de nouer avec la réalité phénoménale des rapports aussi riches que ce que l'enquête rationnelle peut produire. L'enjeu pourrait ainsi être de réfléchir à la reconnaissance que ne pas rendre raison d'une réalité ne signifie pas nécessairement ou bien admettre qu'elle excède absolument notre pouvoir de connaître, ou bien considérer que le discours que nous pourrions produire sur elle serait irrationnel, c'est-à-dire non pas seulement distinct de la raison, mais opposé à elle. Ça, je pense que c'est un enjeu intéressant du sujet, c'est-à-dire, est-ce que si on ne rend pas raison, finalement, on tombe dans l'irrationnel, dans ce que l'irrationnel a aussi de condamnation morale, c'est-à-dire l'idée que voilà, si on ne rend pas raison des choses, on est hors vérité, hors discours qui pourrait en faire commun, par exemple. Bon, ça c'est une question que, pour le coup, que je me pose moi-même à la fin de cette présentation rapide. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai raconté, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que ça me soutient, ça me motive à continuer, et à la prochaine.